funérailles du comte de Paris, Henri d'Orléans. Nous avons eu l'occasion de faire connaissance et vous étiez à ce moment-là encore célibataire. Depuis lors, vous êtes marié, vous êtes les heureux parents du jeune prince Joachim qui est né le 3 août 2021 et dont le parrain n'est autre que son Altesse impériale et royale, le grand-duc Georges de Russie, que nous connaissons fort bien puisqu'il nous fait le plaisir et l'honneur, avec sa charmante épouse Rebecca, de participer notamment à notre gala annuel qu'est la Nuit des Étoiles. De plus, Georges et Rebecca ont un pied-à-terre ici à Bruxelles pour quand ils sont de passage, et c'est toujours un plaisir de les voir. Remettez-leur mes amitiés et nos amitiés quand vous les aurez au téléphone, puisque je pense qu'il est même le parrain de votre fils. Il est. Voilà. Vous êtes aussi, monseigneur, hélas, c'est l'histoire et la famille dans laquelle vous avez eu le privilège de voir le jour, le descendant en ligne directe de Joachim Murat et de son épouse Caroline Bonaparte. Joachim Murat, votre aïeul, né en 1767 dans le Quercy, est le dernier d'une famille de 11 enfants dont le père était aubergiste et maître de poste. Joachim Murat, d'abord destiné à une vie ecclésiastique, s'enrôlera en février 1787 dans les chasseurs des Ardennes, puis dans la 12e unité de cavalerie, d'où il se fera renvoyer pour insubordination en 1789. Il retourne alors dans son Quercy natal et s'installe comme épicier. Ce n'est qu'en 1791 qu'il réintègre l'armée et sera nommé un an plus tard à la garde constitutionnelle du roi. Si vous faites ma conférence, on va... Ah vous Je dirais pas trop loin. Il n'y restera néanmoins que quelques jours, estimant que la garde n'est qu'un repère royaliste. Il retournera donc au 12e régiment des chasseurs, au sein duquel il sera nommé chef d'escadron du 21e chasseur en 1793. Il poursuivra sa carrière militaire et participera à l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire en 1795, au combat de Roveredo en 1796 et à la bataille de Bassano la même année. En mai 1796 toujours, il met en valeur ses talents de cavalier lors de la deuxième bataille de Dégo et de la bataille de Mondevie. Il sera alors promu général de brigade et il se blessera même lors du siège de Mantoue. Le 16 mars 1797, à la tête de la cavalerie, il exécutera le passage du Tagliamento qui s'avère être une victoire française. On va prendre un café. Monseigneur, si vous voulez, on va prendre un café. Je termine. C'est relativement ma conférence, mais c'est vous qui voyez. Mais... Pardon, mais je voulais juste arriver pour dire que, alors je m'arrête là, mais que très lors bien. de ce passage en Italie, c'est là qu'il fera la connaissance donc, de Caroline Bonaparte, la plus jeune sœur de Napoléon qu'il épousera en 1800 et que vous comptez désormais parmi vos célèbres aïeux. En plus des batailles qu'il mènera en Égypte, ce n'est qu'ici qu'une brève partie de la carrière militaire qu'il a menée sous la Révolution, mais c'est pendant cette période, à mon sens, vous me confirmerez, monseigneur, qu'a commencé à naître le talentueux cavalier et stratège militaire qui entrera dans l'histoire aux côtés de Napoléon, le maréchal Murat. Son ascension militaire continuera bien évidemment sous le consulat et puis sous l'Empire aux côtés de Napoléon, mais dont les relations étaient, dit-on, difficiles. Au début de l'année 1808, il est nommé lieutenant général de l'empereur et reçoit le commandement de 50 000 hommes qui composent l'armée d'Espagne. Avant de vous laisser, monseigneur, dévoiler ce qui se cache derrière le titre de la conférence de ce soir, Napoléon et Murat, destin croisé et fabrique de la postérité, je souhaite à nouveau vous remercier au nom de tous les membres du club et des personnes venues vous écouter ce soir d'avoir accepté notre invitation. Et ce qui nous ravit davantage, c'est que vous soyez présents, accompagnés de votre épouse. C'est pour nous tous un réel plaisir, madame, chère princesse, de faire votre connaissance. Je vous cède la parole. Cher Damien, mesdames et messieurs les membres du Club des Étoiles, ma chérie, ça fait très plaisir d'être là parmi vous. Donc Damien fait la moitié de la conférence, donc on va gagner du temps. Puisque donc on m'a calé entre le canard et le rumsteak, et il ne faut pas que le rumsteak soit trop cuit, donc on va essayer donc on m'a dit 40 minutes grand maximum, pas 41 minutes, pas 42 minutes, pas 39 non plus. Donc je vais commencer déjà par me numéroter, par calculer combien de temps je vais vous prendre. Alors effectivement, je vais refaire un petit retour sur l'incroyable parcours du jeune Murat qui deviendra général, maréchal, roi, prince, grand amiral, et qui, dans un cadre très précis, c'est celui effectivement du traitement de la postérité. Alors,
qu'est-ce que c'est que le traitement de la postérité? On sort des bicentenaires napoléoniens, donc c'est un sujet intéressant, puisque dans le cadre des bicentenaires napoléoniens, on a beaucoup attaqué Napoléon Bonaparte. C'est normal, ça fait partie du jeu, on fait un bicentenaire, on l'attaque. Donc je me suis beaucoup interrogé sur le traitement de la postérité, et je vois un parallèle immédiat, si vous voulez, entre Napoléon Bonaparte, Napoléon III et Murat, sur comment est-ce qu'on fabrique une postérité et comment est-ce qu'on la manipule. Prenez Napoléon III, c'est le cas le plus flagrant. Napoléon III est probablement le souverain le plus splendide. Ça peut vous paraître étonnant, et c'est normal que ça vous paraisse étonnant, parce que personne ne vous l'a jamais dit, parce qu'on ne le dit jamais. C'était probablement un des plus grands souverains que la France ait connu. Il a fait entrer la France dans la modernité, c'est la plus grande période de prospérité économique que la France ait connue, de toute éternité. C'est Napoléon III. Il a fait faire des bonds dans le domaine des acquis sociaux absolument incroyables, le droit de grève, l'école publique et gratuite pour les enfants, tout ce que s'est approprié la République, ça a été fait par Napoléon III. Et tout ça a été mis à la poubelle par M. Victor Hugo. Et pourquoi est-ce que M. Victor Hugo a fait ça? Parce que M. Victor Hugo s'imaginait Premier ministre, ce que Napoléon III n'a jamais envisagé. M. Victor Hugo s'est auto-exilé. Il faut savoir que Victor Hugo n'a pas été exilé par l'empereur. Victor Hugo s'est auto-exilé, et ensuite en exil, il a commencé à écrire les pires saletés sur Napoléon III, et donc là, forcément, l'empereur lui dit « Bon, Victor, t'es parti, tu reviens plus. » Donc, ah, vous avez vu, je suis en exil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Napoléon III? C'est tout simplement un changement de régime et une œuvre d'art. C'est comme ça qu'on fabrique une postérité. Aujourd'hui, ce serait du buzz sur Instagram, ce serait les médias mainstream qui vont fracasser votre réputation, mais dans le cas de Napoléon III, c'est évident. C'est évidemment Napoléon III hérite d'une république derrière après Sedan, et Victor Hugo met son héritage en coupe réglée. Dans le cas de Murat, c'est très intéressant, parce que lui, évidemment, il y a la Restauration, mais va s'accumuler sur la postérité de Murat plusieurs œuvres. Vous allez avoir le tableau de Goya, qui va permettre de l'accuser d'avoir été l'abominable boucher de Madrid pendant la guerre d'Espagne. Vous allez avoir le mémorial de Sainte-Hélène. Rendez-vous compte que le mémorial de Sainte-Hélène a beaucoup nui à la postérité de Murat. Vous allez avoir évidemment l'arrivée de la République, qui va encore nuire à la postérité de Murat, et finalement, le 1er mai, la fête du travail. Alors pourquoi la fête du travail? Je vais y venir assez rapidement. Donc commençons par un rapide rappel au grand galop, puisque j'ai 30 minutes, donc ça, le sujet s'y prête, donc sur Murat. Donc Murat naît le 25 mars 1767, dans une famille très modeste du Quercy. Alors, pour être tout à fait clair, le père est maître de poste gérant biens communaux et bénéfices ecclésiastiques. Vous pouvez dire tout à fait fils d'aubergiste, ça me convient absolument. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Donc il sort tout juste de la paysannerie, et ce qui va lui permettre à Murat de faire son collège à Cahors, et ensuite son séminaire. Il était prévu pour devenir prêtre. Donc il a fait sa thèse en latin, il était parfaitement éduqué, mais manifestement, ça n'était pas sa vocation. Donc, suite à, on ne sait pas très bien, une querelle d'argent, des bagarres, etc., il intègre le 12e chasseur, il épouse les idéaux de la Révolution très très vite, et il va fréquenter les intellectuels du Lot, il va être élu du canton de Montfaucon pour représenter le département du Lot à la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Il sera nommé à la garde constitutionnelle du roi Louis XVI en 1791, ce qui est quand même assez piquant. Et effectivement, les destins croisés de Bonaparte et de Murat vont se rencontrer le 13 Vendémiaire 1795, où la Bonaparte, après le siège de Toulon, est gouverneur militaire de Paris, enfin est en charge de la place de Paris, et doit réduire une révolte royaliste. Et là, il voit cette espèce d'immense stentor, magnifique, charismatique. Il dit « j'ai besoin de canons parce qu'il faut absolument qu'on mitraille ces royalistes ». La Murat dit « je m'en occupe », et il file à la plaine des Sablons, c'est l'actuel métro Sablon sur la ligne 1. Ils sabrent tout ce qu'il y a à sabrer, ils récupèrent les canons, et là, ils arrêtent une émeute royaliste. Et leurs destins, à partir de ce moment-là, seront éternellement liés, pour le meilleur comme pour le pire. Il y a un rapport de « je t'aime moi non plus » entre Napoléon et Murat qui est assez savoureux. Et il y a plusieurs points sur Napoléon et Murat qui vont très très bien s'entendre sur les 15 premières années. D'abord, Murat tombe complètement sous le charme, enfin totalement fasciné par le charisme et l'intelligence d'un Bonaparte, totalement fier. Et Napoléon tombe complètement sous le charme de cet immense stentor avec un leadership incroyable, une capacité de commandement absolument formidable, et il l'emmène avec lui en Italie. Donc on arrive 1796-1797, la campagne d'Italie, donc notre ami Damien nous a rappelé les batailles, Bassano, Dego, Mondovì, il est fait général de brigade, il rencontre Caroline pour la première fois, qui a 15 ans à ce moment-là, donc c'est un petit peu jeune. Ils enchaînent ensuite sur la campagne d'Égypte. Donc là, la campagne d'Égypte, la prise d'Alexandrie, la bataille des Pyramides, le siège de Saint-Jean d'Acre. Alors il y a 2 batailles d'aboutir. Il faut savoir que quand Bonaparte, avec toute sa délégation de scientifiques, de militaires, partent vers l'Égypte, la Méditerranée est tenue par les Anglais.
les abominables Anglais. Et donc ils arrivent à passer à travers les Anglais. Et ils se disent, on a une grosse matinée à tuer, sur le chemin il y a Malte, on va prendre Malte. Donc ils prennent Malte, ils libèrent les esclaves, et ensuite ils partent en Égypte. C'est incroyable quand on y pense. Et arrivé en Égypte, la flotte anglaise détruit la flotte française. Donc les Français sont coincés en Égypte, c'est la première bataille d'Aboukir. Nelson détruit les bateaux, donc Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque, avec toute sa suite et tous ses soldats se retrouvent coincés en Égypte. Donc ils se disent, on va passer par le passage du Nord, on va remonter par la Syrie, etc. Donc ça va faire des tonnes de combats absolument incroyables. Finalement, ils n'y arriveront pas, il faudra repartir à partir de Saint-Jean d'Arc. Donc ils repartent à Aboukir, et là, à Aboukir, Murat gagne cette bataille d'Aboukir qui va permettre à Bonaparte de ressortir d'Égypte, avec dans des combats absolument ahurissants contre Mustapha Pacha, le terrible Mustapha Pacha, sachant qu'à ce moment-là, il faut se rappeler que Bonaparte, quand il arrive, libère l'Égypte et les Égyptiens de 6 siècles de jougs mamelouks, c'est-à-dire d'Ottomans, de Turcs, qui ne sont pas des Égyptiens, et qui tiennent l'Égypte depuis déjà un certain temps. Et il y a cette fameuse bataille où Murat coupe les 3 doigts de Mustapha Pacha tire un coup de pistolet, pam, pam, ça rentre dans une joue, ça sort par l'autre, ça ne casse aucune dent, ça ne coupe pas la langue, et donc Murat aura ce sobriquet de général bouffe-la-balle pendant de nombreuses années. Il est fait général de division sur le champ de bataille, évidemment, et là, ils peuvent repartir, et alors ils repartent vers la France, et à ce moment-là, en France, on cherche un sabre, parce que c'était le directoire. Vous savez, la Révolution et la République ont mis en place des régimes très largement corrompus, et le directoire est le régime le plus corrompu de tous. Donc là, il faut mettre fin à ce directoire, et l'abbé Sieyès, qui est un homme de gauche, qui est à l'origine de la Convention, qui est à l'origine de la Révolution, qui est un des grands initiateurs de la Révolution française, dit le directoire, il faut s'en débarrasser, il faut faire un consulat, et il cherche un sabre, donc un général. Alors Joubert est le premier sabre auquel il pense, mais il va prendre une balle dans la tête en Italie, donc plus de Joubert. Moreau, totalement instable, et arrive Bonaparte. Donc on se dit, on va prendre Bonaparte. Et le 18 Brumaire, en fait, le coup d'État, le fameux coup d'État du 18 Brumaire, va être préparé par Lucien, le frère de Napoléon, par Murat, et par Joséphine. Tout le monde oublie le rôle absolument majeur qu'a joué Joséphine dans la préparation du 18 Brumaire. Donc ils vont réussir à faire tomber le directoire de façon tout à fait paisible. Là, il y a le Conseil des 500 d'un côté, il y a le Sénat de l'autre. Le Sénat, d'accord, très bien, sur 5 directeurs, il y en a 3 qui démissionnent, parfait, impeccable, et ils réunissent le Conseil des 500, l'équivalent de l'Assemblée nationale, à Saint-Cloud. Et là, Bonaparte entre dans le Conseil des 500 avec son sabre qui traîne par terre. Et là, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec un sabre? C'est un coup d'État, c'est pas normal. Et là, Bonaparte, qui n'est pas du tout un orateur, qui perd complètement ses capacités, commence à se gratter. Il a une assez mauvaise peau de retour d'Égypte, et donc ça saigne. Et donc quand il sort du Conseil des 500, il est en sang, et là Murat voit ça, puisque Murat est à l'extérieur pour sécuriser le truc avec ses soldats, il se dit là, il faut immédiatement intervenir, il se tourne vers les soldats, il dit on est en train d'essayer d'assassiner votre général, parce que sinon ils sont tous hors la loi, ils sont tous décapités dans la minute, c'est la Révolution française, ça plaisante pas. Donc et là il rentre dans le Conseil des 500, il dit citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde là dehors. Et donc là effectivement, ça devient un coup d'État semi-militaire. Et donc on établit le consulat. Donc Bonaparte devient premier consul, très largement grâce à Lucien, Joséphine, et surtout Murat, qui a cette idée d'empêcher que ça bascule dans une mise hors la loi. Après ça, va se redéclencher ensuite une seconde campagne d'Italie dans des conditions absolument terribles en fait, parce qu'il y a eu dans cette seconde campagne d'Italie, là on est en 1799, le coup d'État du 18 Brumaire, c'est en novembre 1799, et en Italie à ce moment-là il y a encore une présence française. Et les Bourbons-Siciles vont faire quelque chose d'absolument abominable. Ils vont faire ce qu'on appelle la répression de la République parthénopéenne. La République parthénopéenne était une république une tentative républicaine à Naples, ce qui évidemment ne plaît pas aux Bourbons-Siciles qui se sont réfugiés en Sicile. Et le général Championnet, qui est à la tête de cette République parthénopéenne, doit quitter la République parthénopéenne parce qu'il n'y a plus assez de soldats. Le roi de Naples à l'époque, Ferdinand, et le cardinal Ruffio lui garantissent qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Et en fait, ils vont massacrer 120 000 personnes. Donc on est au-delà du crime de guerre, c'est absolument épouvantable. Donc ça va vraiment amener une seconde campagne d'Italie qui va à nouveau être brillantissime de la part de Napoléon et de ses équipes. Donc là, forcément, si vous voulez, vous avez Marengo, le 14 juin 1800, où Murat sera fait sabre d'honneur. Il va rester jusqu'en 1801. Ce qui est assez piquant, c'est que Murat, à ce moment-là, va signer l'armistice avec les Bourbons-Siciles. C'est très drôle quand on voit la suite de l'histoire. Il signe un armistice, pour le coup, très, très sympathique, très clément. Il prend le commandement des troupes de la République cisalpine. Il rentre à Paris en août 1803, devient commandant de la division militaire de Paris. Et là arrive le terrible épisode du duc d'Enghien. Vous savez que
On a capturé le duc d'Enghien pour... c'est un assassinat, le duc d'Enghien, il n'y a pas d'autre terme. Et Murat s'oppose complètement à cet assassinat du duc d'Enghien, il n'est absolument pas d'accord avec ça. Mais il fallait, pour Fouché et pour Talleyrand, que Bonaparte ait les mains trempées dans le sang des régicides, avant de pouvoir devenir empereur. Donc il fallait que Bonaparte tue un Bourbon. Et ce à quoi Murat s'opposera, mais ça ne servira à rien. Et donc la conjuration de Cadoudal et l'exécution du duc d'Enghien précipitent l'établissement de l'Empire, et un senatus consul confie, et ça c'est important de le garder en tête, parce que ça pour la succession de tout ce qui est l'histoire de France, il faut savoir que le gouvernement de la République est confié à un empereur. Donc on est toujours en République, même sous le Premier Empire. Le sacre a lieu le 2 décembre, et alors là, Murat devient évidemment maréchal, première promotion de maréchal, le deuxième maréchal à être nommé après Berthier, grand amiral de l'Empire, sénateur, grand aigle, chef de la 12e corde de Légion d'honneur, membre de la famille impériale, prince à 2 titres, comme membre de la famille impériale et comme grand amiral de l'Empire. Il s'installe à l'Élysée, il achète l'Élysée sur sa propre cassette, et là, boum, on enchaîne sur la campagne d'Allemagne, qui va évidemment aboutir à Austerlitz. Alors la campagne d'Allemagne a été préparée par Murat, c'est très méconnu, mais il a fait tout un travail d'espionnage. Il est passé derrière les lignes ennemies pour repérer les forces en place, l'état général de la population, et tout son rapport va servir effectivement, va être suivi à la lettre pour toute la campagne d'Allemagne qui amènera à la bataille d'Austerlitz, où Murat commande toute l'aile gauche de la Grande Armée. Il y a ce fameux épisode de la prise du pont Tabor sur le Danube, mais n'ayant que 40 minutes, je vous raconterai ça à table si vous le souhaitez. C'est une histoire absolument incroyable, où ils prennent un pont à 2, et un pont miné avec un complètement dingue. Le 27 décembre 1805, il est nommé grand-duc de Berg et de Clèves. Il est donc, c'est une particularité de Murat, il est le dernier prince du Saint-Empire romain germanique. Parce que Grand-Duc, Berg et Clèves est une principauté du Saint-Empire romain germanique. Et à nouveau, un côté un peu croustillant chez Napoléon, c'est que Murat est le dernier prince du Saint-Empire romain germanique, et derrière, Napoléon casse et détruit le Saint-Empire romain germanique. Donc il est vraiment le dernier. Alors il s'avère qu'à Berg, il va avoir un talent d'administrateur remarquable, parce qu'il va développer le textile, il va développer la sidérurgie, et mon père et moi avons été invités en 2005 pour les bicentenaires du Grand-Duché de Berg à Düsseldorf, et dans la mairie de Düsseldorf, il y a des portraits de Murat partout. On était très étonnés, et ils sont très 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 reconnaissants du fait que Murat avait développé le textile et l'acier dans cette région. Alors le développement de l'acier a connu des conséquences pour la France qui étaient moins drôles, mais à l'époque, c'était pas mal. Alors, on l'enchaîne après sur la campagne de Prusse, donc la bataille d'Iéna, des batailles absolument incroyables, et la fameuse poursuite d'Iéna, un des plus grands faits militaires de tous les temps, c'est-à-dire que la bataille d'Iéna est une victoire flamboyante, c'est l'armée prussienne qui est considérée comme la meilleure après l'armée française à l'époque, et Murat décide de poursuivre l'armée prussienne simplement avec ses cavaliers. Et pendant quelques semaines, il va poursuivre l'armée prussienne, à tel point qu'il va détruire complètement l'armée prussienne, mais complètement, et il finira par cette lettre à Napoléon, c'est « Sire, le combat finit faute de combattants », c'est évidemment un clin d'œil au site de Corneille, tout simplement parce qu'il n'y en a plus. Donc ils ont totalement détruit l'armée prussienne. Il entre à Varsovie en 1808, ensuite évidemment la bataille d'Eylau en 1807, la charge des 80 escadrons. 80 escadrons, il faut comprendre, hein, 80 escadrons, c'est entre 10 et 12 000 cavaliers. Donc je ne sais pas si vous visualisez les Champs-Élysées à Paris, donc c'est des cavaliers en rang jusqu'à l'arc de triomphe du Carrousel, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée du Louvre. C'est ça. Donc c'est complètement délirant. Donc réussir à coordonner une charge pareille. Donc les témoignages qu'on a de l'époque, des mémoires de soldats russes qui mouraient de peur, qui sentaient le sol trembler, qui voyaient la neige s'élever, et qui en plus comprenaient que c'était Murat qui faisait la charge. C'est-à-dire, les types mouraient de peur. Le soldat russe, c'est pas une danseuse. Donc le mec, et les gars faisaient des arrêts cardiaques. C'était absolument incroyable. En mars 1808, Murat prend le commandement de l'armée d'Espagne. Donc alors le contexte, si vous voulez, c'est qu'à l'époque, il y avait un blocus contre l'Angleterre. L'Espagne est alliée de l'Angleterre, de la France depuis 1795. C'est une chose qu'on oublie, c'est que les Bourbons d'Espagne, qui ont vu leurs cousins Bourbons de France se faire décapiter en 1793, sont alliés de la France révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont 1000 km de frontière avec la plus grosse puissance de l'époque, et ils ne peuvent pas tellement faire autre chose qu'être alliés. Donc ils sont alliés depuis 1795, et pour des raisons de manipulation très liées à Talleyrand, Napoléon donc, met en place une armée de réserve en Espagne pour attaquer le Portugal, qui lui ne respecte pas le blocus continental. Cette armée sera confiée à Murat, et je reviendrai dans le détail sur cet épisode-là, parce que c'est un épisode très important dans la gestion de la postérité de Murat. Donc 1808, rappelez-vous, on va y retourner très rapidement. Le 1er août 1808, Murat est nommé roi de Naples après le remplacement des Bourbons
par Joseph Bonaparte, qui a été une erreur dramatique de Napoléon. Et ça va en fait être le point de départ de la brouille entre Napoléon et Murat. Parce que se passe-t-il ? Napoléon, en mettant Joseph Bonaparte à la tête de l'Espagne, crée une situation de guerre en Espagne, ce qui n'était absolument pas souhaitable, mais il le fait. Et Napoléon est en Espagne, on est en décembre 1808, Murat est dans son royaume à Naples, et Talleyrand et Fouché, rappelez-vous, Talleyrand et Fouché sont deux grands hommes d'État mais qui se détestent, se disent, bon, tout de même, si Napoléon se fait tuer dans une embuscade en Espagne, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais qui ? Et donc c'est le fameux souper dont on a fait une pièce de théâtre, soi-disant en 1814. En fait, la réalité, c'est que le souper s'est passé à ce moment-là. Fouché et Talleyrand se réunissent, qu'est-ce qu'on fait ? Et ils décident de nommer Murat et, comme successeur de l'empereur. Pourquoi ? Parce qu'à 3 raisons très simples. C'est que Murat est le seul qui tiendrait toute l'armée, la totalité de l'armée. Vous avez d'immenses chefs de guerre à l'époque, mais le seul qui tiendrait toute l'armée, c'est Murat. Murat est le seul membre de la famille impériale qui est adoré par la population. Les autres sont vus de façon un petit peu lointaine, parce qu'ils sont un peu hautains, machin. Là où Murat est très sympathique, très glorieux, très beau, etc. Et la troisième raison, c'est que Murat partage cette vision du développement politique de l'Empire qu'ont Talleyrand et Fouché, qui est un empire plus fédéral, plus un empire d'Europe des nations qu'un empire sous domination napoléonienne. Donc ici, Murat. Donc le courrier part pour prévenir Murat qu'en cas de mort de Napoléon, c'est lui qui va prendre. Murat ne recevra jamais le courrier. En revanche, Napoléon va le recevoir, et là, il entre dans une colère noire. Il dit, comment ça, Murat ? Mais j'ai des frères. Et donc, il est corse. Donc, il ne comprend pas. C'est son clan, sa famille, sa race qui doivent régner. Et donc, ça va précipiter le départ de Joséphine et le mariage avec Marie-Louise, parce qu'il lui faut un héritier. Et là, ça va commencer à vraiment créer une brouille, parce que Napoléon, à partir de là, va se méfier énormément de Murat, le Murat en même temps, qui n'a jamais rien demandé, qui à aucun moment n'a prétendu succéder à Napoléon. C'est une idée de Fouché et de Tullard. Alors Murat en plus, de Fouché et de Talleyrand. Et Tullard étant le plus grand professeur sur l'histoire napoléonienne que la France ait connue, mais ça commence par la même lettre. Murat va moderniser Naples de façon absolument magistrale quand il prend Naples. Au départ, il n'est pas complètement fana, mais là, d'un seul coup, il va faire des choses absolument formidables. Il va abolir la féodalité, il va appliquer le code Napoléon, la distribution des terres aux paysans, la réorganisation complète de la marine et de l'armée. Il va prendre Capri. Il ne pourra jamais prendre la Sicile, parce que Napoléon lui refusera toujours de prendre la Sicile, là où sont réfugiés les Bourbons-Sicile, gardés par les Anglais. Il va totalement nettoyer le banditisme en Calabre, et ça va avoir des conséquences très graves pour lui après. Si vous voulez d'ailleurs sur la gestion de la mafia, et encore aujourd'hui, si vous avez des questions, je pourrais vous en parler, parce que le cas de Murat est étudié encore aujourd'hui dans un institut de recherche criminelle des Nations Unies. Il va totalement éradiquer le banditisme en Calabre, il va créer l'école polytechnique, l'observatoire astronomique, les écoles obligatoires et gratuites pour les enfants, c'est Murat, le développement des collèges et des lycées, c'est Murat, le développement des universités, c'est Murat, le développement des grandes écoles, c'est Murat, le développement des arts, de l'artisanat, de la culture, Pompéi, Herculanum, il crée un musée universel, il relance, avec son épouse, toujours avec Caroline, il relance des tonnes d'artisanat, c'est Murat, enfin il modernise complètement Naples en 8 ans. En 6 ans et demi, il modernise la totalité de Naples, et c'est très drôle parce que le fils de Ferdinand, c'est Ferdinand IV qui devient Ferdinand Ier, le fils de Ferdinand Ier est un grand fan de Murat. Le dernier roi Bourbon-Sicile s'est toujours appuyé sur la politique de Murat en disant il a fait des choses formidables, il faut qu'on le fasse. Donc bref, la brouille qui était en germe entre Murat et Napoléon va exploser avec Naples, parce que comment Murat a réussi à faire toutes ces réformes ? Parce qu'il gouverne avec des Italiens. Et ça, c'est intolérable pour Napoléon. Et Napoléon veut que le gouvernement soit fait par des Français. Et là, il a une douzaine de ministres, et sur ces douzaine de ministres, il n'y en a qu'un seul qui est français. Et Napoléon n'arrête pas de lui dire « Non, tu mets les Français. » Non, sinon ça ne marchera pas. Et effectivement, ça n'aurait pas marché. Joseph, le frère de Napoléon, qui était roi de Naples avant Murat, a essayé de faire des réformes. Il n'y est pas parvenu. Parce qu'il ne l'a pas fait avec des Napolitains. Donc si on ne le fait pas avec ça ne marche pas. Et donc Murat le fait avec des Napolitains, ça marche. Il parle évidemment couramment italien et napolitain. Et donc ça va permettre de faire des grandes réformes, mais ça va beaucoup, beaucoup énerver Napoléon. Néanmoins, Murat va quand même partir pour faire la campagne de Russie. Ils vont alors, campagne de Russie qui n'est pas entièrement du fait de Napoléon, si c'est un échec. On pourra revenir aussi sur les détails des raisons de la campagne de Russie si vous le souhaitez, mais là le temps ne s'y prête pas. Et la retraite va arriver, donc là c'est une retraite absolument cataclysmique, la rumeur vous est parvenue, ça n'a pas été un succès total. Et donc l'armée française se retrouve étendue sur une centaine de kilomètres. Napoléon donne les clés du camion à Murat le 5 décembre en disant « Moi je repars à Paris parce qu'il faut que j'arrive à sauvegarder la France, parce que maintenant que tout le monde sait que je me suis pris une déculottée en Russie, tous les coalisés vont me tomber dessus. » Et
Napoléon s'en va. Murat ramène l'armée à Poznan, c'est-à-dire au-delà du Niémen, en Pologne. À ce moment-là, redonne les clés du même camion à Eugène de Beauharnais en disant parce que moi aussi j'ai un problème, il faut tout de même que je garde Naples. Donc les soldats français sont sauvés, moi je pars à Naples. Et le mémorial de Sainte-Hélène va faire poser la retraite de Russie sur Murat, ce qui est évidemment une injustice totale. Ça n'est absolument pas la responsabilité de Murat, il a fait le maximum pour sauver les soldats français, et tous les historiens aujourd'hui de la Fondation Napoléon, et en particulier le professeur Tullard, ne comprennent absolument pas ces morceaux du mémorial de Sainte-Hélène, c'est historiquement incompréhensible. Donc voilà, les autres. Alors à la suite de cette retraite de Russie, les Autrichiens vont approcher Murat assez logiquement. On le voir, on dit bon, c'est fini, c'est mort l'Empire. Rejoins-nous, viens avec nous. Parce que s'ils chopent Murat, comme l'Empire s'effondre, puisque la totalité de la population et l'armée va dire Murat n'est plus avec Napoléon, c'est terminé. Murat va les laisser venir, mais ne leur répondra pas, ne donnera absolument aucune suite. Derrière va s'enchaîner, Napoléon va continuer à être toujours très provoquant sur ses besoins de domination, et on va enchaîner sur la 6e coalition, avec la bataille de Dresde et la bataille de Leipzig en 1813. En octobre 1813, c'est une bataille absolument incroyable, c'est la bataille des nations, là à nouveau 150 000 fantassins, 12 000 cavaliers, enfin complètement délirant, avec Murat qui joue le rôle principal, mais c'est une défaite. Et Murat qui n'a pas arrêté de demander à Napoléon... Sire, il faut faire une unité italienne, il faut comprendre le principe de nationalité, il faut arrêter cette domination hardcore de la France sur les pays européens, parce qu'à chaque fois qu'on arrive, on crée un sentiment de nationalité, et ce sentiment de nationalité se retourne contre nous. Donc moi, j'en ai la preuve évidente. Quand votre frère Joseph gouverne avec les Français, ça n'a pas marché, j'ai gouverné avec les Italiens, ça marche très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et non, je ne veux pas le savoir, etc. etc. Bon, donc finalement, Murat décide de signer en janvier 1814 un traité d'alliance avec l'Autriche, en disant c'est terminé, c'est fini, moi j'ai un royaume à sauver, j'ai l'Italie, j'ai mon projet d'unité italienne, je veux faire l'unité de l'Italie. Il a ce sentiment de l'unité de l'Italie, et il va la faire. C'est-à-dire que c'est une chose qui est assez étonnante, c'est qu'en quelques semaines, Murat va signer ce traité avec les Autrichiens, il va remonter jusqu'aux rives du Pô, et sans aucun combat, il va faire l'unité italienne. C'est la première fois que l'Italie est unifiée, ça ne va pas durer très longtemps, mais c'est la première fois. Et arrivé sur les rives du Pô, il est face aux armées françaises d'Eugène de Beauharnais. Là, il y a eu une échauffourée entre les armées napolitaines de Murat et les armées françaises. Murat arrête immédiatement, il dit il n'est pas question qu'on tire sur les Français. Il y a quelques blessés, mais il arrête tout immédiatement. Et là, il fait à nouveau une lettre à l'empereur, en disant il serait peut-être temps qu'on se mette d'accord. Et l'empereur, là, lui répond oui, Murat, c'est vous qui aviez raison. Oui, sire, oui. Dans les correspondances, c'était très protocolaire. C'est vous qui avez raison, on va faire l'unité italienne, c'est ça, c'est la voie des nationalités, c'est ce qu'il fallait faire, et malheureusement, c'est trop tard, puisque Napoléon va abdiquer en avril 1814 et va être envoyé à l'île d'Elbe. Et là va se tenir le congrès de Vienne, où vous allez avoir toutes les nations qui vont se repartager l'Europe en découpant tout ça. Et donc vous avez deux Napoléonides au congrès de Vienne qui sont toujours rois. Vous avez Bernadotte, qui est roi de Suède, et vous avez Murat, qui est roi de Naples. Il est toujours roi de Naples au congrès de Vienne. Il a son ambassadeur, il est soutenu par les Autrichiens et les Russes. Les Français et les Anglais soutiennent les Bourbons-Sicile, mais ils ont un problème. C'est-à-dire que le massacre de la République parthénopéenne, qui a fait entre 120 et 200 000 morts civiles, a quand même laissé une mauvaise impression. Donc il y a un petit problème avec les Bourbons-Sicile. Néanmoins, le Murat, lui, va, étrangement, parce que c'est presque de la naïveté, va reprendre le parti de l'empereur, et via sa sœur Pauline, va commencer à discuter avec Napoléon, qui est sur l'île d'Elbe, pour favoriser le débarquement, l'évasion de l'île d'Elbe vers le golfe Géant. Et ça, maintenant, ça fait 5 ans que ça a été découvert dans les archives des services secrets de Talleyrand, où on sait maintenant que Murat et Napoléon échangeaient des préparatifs de débarquement sur le golfe Géant via Pauline, la sœur de Napoléon, qui allait voir régulièrement Napoléon sur l'île d'Elbe. Et donc là, Murat, qui a vraiment tout à perdre, il aurait pu être roi de Naples, il aurait pu tout se remet avec Napoléon. Et donc, Napoléon débarque, Murat attaque les Autrichiens, et là, Napoléon s'énerve. Incroyable, toi même, le type lui permet son débarquement, attaque les Autrichiens pour bloquer le débarquement. Pourquoi ? Parce que Napoléon avait une idée qui était de faire croire qu'il serait soutenu par les Autrichiens, parce que son beau-père était l'empereur d'Autriche. Jamais personne n'y aurait cru. Jamais personne n'y aurait cru. Mais c'était son plan. Et il a simplement oublié d'en parler à Murat. Donc quand Murat attaque les Autrichiens pour permettre à Napoléon de débarquer, forcément son plan de communication s'effondre. Donc là, il envoie Caulaincourt voir Murat en disant « Non, c'est terminé, Murat, tu restes dans le sud, etc. » Bon, très bien, décidément, on se sera quand même beaucoup moqué de moi dans cette affaire. Et donc Murat repart faire l'unité italienne le 30 mars
1815, il fait la déclaration de Rimini, qui est l'acte de naissance de la construction de l'unité italienne, qui est le point de départ du Risorgimento. Sublime déclaration, italien, l'heure est venue de vous engager dans votre plus haute destinée. La Providence vous appelle enfin à être une nation indépendante, des Alpes au détroit de Sicile, qu'un seul cri s'élève, indépendance de l'Italie. Grand fan de Murat, et Murat est effectivement à l'origine de l'unité italienne. Il y avait un parti muratiste qui a existé jusqu'à la création de l'unité italienne, donc c'est un parti qui n'existe plus parce qu'il a réussi. Le projet du parti était de faire l'unité italienne, c'est fait, donc il n'y a plus de parti muratiste. Il va aller se battre ensuite contre les Italiens, contre les Autrichiens à Tolentino, il va perdre, il va se réfugier à Cannes, ensuite en Corse. Après Waterloo, il fuit la Terreur blanche, il va en Corse, il aurait pu faire un royaume de Corse, puisqu'il avait des régimes en Corse à Naples avec lesquels il s'est battu côte à côte, et il avait un rapport très charnel et de grande proximité avec ses soldats. Et les Corses voulaient protéger Murat et avaient envisagé un royaume de Corse. Mais non, Murat, son rêve, c'est Naples. Il veut faire Naples. Donc il repart pour faire un débarquement à Naples. Là, il est trahi par l'abominable corsaire Barabas, qui était un agent anglais, et qui, au lieu de le faire débarquer à Naples, le fait débarquer à Pizzo de Calabre. Enfin, rappelez-vous, je vous ai dit, à Calabre, il avait mis en coupe réglée tout le banditisme. Donc il n'était pas complètement apprécié en Calabre. Donc là, il va être attrapé par la gendarmerie des Monts-Sicile et fusillé 6 jours après. La mort de Murat est absolument exceptionnelle parce qu'il a commandé le tir 2 fois. Il a évidemment refusé toutes les condamnations, le mec était au-dessus de ça. Mais c'était à 6 mètres de distance. Moi, je suis allé sur place. Donc, les canons étaient 12 fusils à 6 mètres de distance. Il était tellement impressionné à l'idée de tirer sur Murat que le premier feu, donc c'est Murat qui commande le tir, en joue feu, tout le monde tire autour. Ils n'osent pas tirer sur Murat. Alors calmez-vous, respirez, comptez jusqu'à 120, on y retourne. Et là, bam, il est abattu, il n'est toujours pas mort. Donc c'est le commandant qui commandait le peloton d'exécution qui lui mettra 2 balles dans la tête. Vous vous rendez compte de la puissance d'exister de cet homme-là? Il a 49 ans. Et donc là, Murat meurt. Alors faisons à nouveau un petit retour sur l'Espagne. Cet insiste sur Murat était pour vous dire que dans le cadre de la manipulation de l'histoire sur la retraite de Russie, évidemment Murat n'y est pour rien. Sur la trahison que fait porter le mémorial de Sainte-Hélène sur Murat, puisqu'il faut faire de Napoléon en 1823, date de publication du mémorial de Sainte-Hélène, il faut que Napoléon soit un messie, entouré d'êtres. Et Judas, dans le rôle de Judas, on prend Murat. Ça n'est évidemment pas une trahison, c'est un renversement d'alliance de 3 mois. Et aujourd'hui, plus aucun historien sérieux de la Fondation Napoléon ou autre, il considère que c'est un renversement d'alliance. Il y a eu des vrais traîtres, notamment dans la famille de Napoléon, il y a eu des vrais traîtres. Il y a eu Marmont, il y a eu Bernadotte, etc. Mais Murat n'est absolument plus considéré comme un traître. Le mémorial de Sainte-Hélène est une œuvre à moitié de fiction. C'est un coup éditorial de Lascaz qui est publié bien après la mort de tous ces gens-là. Et Lascaz n'écoutant que son courage, évidemment, à raconter l'histoire qui lui rapporterait le plus d'argent. Donc c'est normal, on peut pas lui en vouloir. Un petit focus sur l'Espagne. Pourquoi? Parce que sur le traitement de comment des éléments inattendus vont casser une postérité. Donc Murat, en 1808, rappelez-vous, il est à la tête de cette armée de réserve qui sert à soutenir l'armée du Portugal qui doit lutter contre le fait que le Portugal ne soutient pas le blocus continental. Il est représentant de l'empereur, mais il y a un gouvernement. Il y a une junte militaire tout à fait officielle, il y a un roi, Charles IV, qui a un fils, Ferdinand VII. Et entre les deux, entre Charles IV de Bourbon et Ferdinand VII, il y a une grosse querelle de succession, alimentée par l'abominable Godoy, qui est le Premier ministre. Et donc Napoléon propose un arbitrage à Bayonne, qui aura lieu en avril-mai. Murat n'est absolument pas au courant des intentions de l'empereur, et donc l'empereur propose aux Bourbons d'aller à Bayonne. Murat n'a aucune instruction, il est à Madrid. Les partisans de Ferdinand VII vont commencer à faire circuler l'idée qu'en fait, cette entrevue de Bayonne est un piège. Que Napoléon veut capturer les Bourbons pour mettre un de ses frères à la place, et peut-être même Murat. Il s'avère que c'est tout à fait vrai. Son projet va être de mettre Joseph. Donc il y a une ébullition à Madrid, cette ébullition va exploser le 2 mai. Vous allez avoir 30 000 manifestants qui vont commencer. Et là, ça va devenir assez féroce, puisqu'il y avait une base arrière d'hôpitaux à Madrid, et que les fiers guerrieros espagnols sont allés égorger les soldats français dans les hôpitaux de Madrid, et vont tuer 500 Français sur le lit d'hôpital. Ça va beaucoup énerver les cuirassiers et les dragons de Murat. Donc Murat réussit à maintenir l'émeute, ramène tous les émeutiers sur la Puerta del Sol, il arrive à maintenir tout le monde au calme, le bruit court qu'on a tué leurs frères d'armes dans les hôpitaux, donc les cuirassiers nous ont quand même
pas très 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 content, et d'un seul coup, un coup de pistolet part de la part d'un des émeutiers et tue le Mamelouk Mustapha. Le Mamelouk Mustapha, qui est un Mamelouk de l'empereur, est une figure d'origine albanaise, est une figure absolument majeure dans l'armée française et chez les cavaliers. Et là, c'est la curée. D'un seul coup, les cavaliers sortent les sabres et ils vont faire 500 morts sur la Puerta del Sol. Murat arrive à les calmer, il calme tout le monde, etc. Le 2 mai, on en arrive à un bilan d'à peu près 1 millier de morts. 1100 morts, 500 Français, 5 à 600 Espagnols. Le lendemain, on est le 3 mai. Le 3 mai, la ville est quand même dans un état de choc. Murat est forcé de faire passer par les armes parce qu'il n'a pas le choix tous les Espagnols qui ont été égorgés des Français dans les hôpitaux. Il en fait passer par les armes 400. Mais pour calmer là, donc on est à un total de 1500 morts. C'est du maintien de l'ordre un peu ferme. Mais c'est l'époque. On n'est pas sur les 120 000 morts de la répression des Bourbons-Sicile par la République parthénopéenne. Hein, on a 1500 morts. Et l'émeute est calmée. Murat va ensuite parcourir toutes les rues de Madrid avec une escorte strictement espagnole, le mousquetaire espagnol, pour calmer les Madrilènes, pour leur dire voilà, rassurez-vous, tout va bien, si vos gardes du corps veulent me tuer, ça leur prend 2 secondes. Il n'y a plus un seul Français autour de moi, je ne suis encadré que d'Espagnols. Le courage de cet homme est absolument inimaginable. Et la gestion est tellement bonne qu'il reçoit, 1, une lettre de félicitation de Napoléon Ier, et 2, il est nommé régent d'Espagne par le roi Bourbon. C'est pas Napoléon qui le nomme régent d'Espagne, c'est Charles IV de Bourbon qui nomme Murat régent d'Espagne. Malheureusement, Napoléon fera un coup un peu désagréable à Charles IV, puisqu'il sera destitué et remplacé par Joseph. Mais Murat a été officiellement régent d'Espagne du roi Bourbon jusqu'en juillet, moment où Joseph va finir par arriver. Donc, si vous voulez, c'est de la gestion d'émeute, et à partir du moment où cette gestion d'émeute est terminée, il n'y a plus aucun problème, jusqu'à ce que Joseph arrive là, à nouveau, la guerre civile repart, mais Murat est parti à Naples, enfin voilà. Très bien. On tacte, on est en 1808. Arrive 1814. 1814, l'Empire s'effondre, les Bourbons reprennent le pouvoir en Espagne, et ils sont dans la même situation que la France en 1945. Il faut tout de même fabriquer un roman national, parce que c'est pas la résistance espagnole qui a sauvé l'Espagne, c'est pas la résistance française qui a sauvé la France, ce sont les Alliés qui ont tué Napoléon, ce sont les Alliés qui ont tué Hitler, il faut quand même fabriquer du roman national. Donc il faut qu'on arrive à dire qu'on s'est libéré tout seul. Et là, trouvez-moi quelque chose, n'importe quoi, ce que vous voulez. Et là, il y a Goya, le peintre Goya, qui était peintre de Joseph Bonaparte, tout de même, qui se dit je suis mort, moi c'est fini. J'étais peintre de cour de Joseph Bonaparte, ma vie est foutue, il faut que je trouve quelque chose. Et là, il arrive avec cette idée géniale, le Dos des Maillots. Et bien sûr, et il peint en 1814, un des événements qui ont eu lieu le 2 mai 1808. Pas mal. Donc il fait le fameux tableau, vous savez, où vous voyez cet homme qui représente la résistance espagnole face à l'oppression fasciste française en 1814. Et là, les Bourbons voient ça, c'est tellement talentueux, très bien, Goya, vous continuez à lui filer une bourse, on ne le jettera pas par la fenêtre. Et donc vous avez ce tableau de Goya qui va servir, pour le régime Bourbon, c'est normal, à refabriquer un roman national, en accablant Murat. C'était lui qui a fait la gestion des meutes. Il va aussi faire ce magnifique tableau de la Puerta del Sol, qui est reproduit dans tous les manuels d'histoire de l'art. Voilà. Là, on est en 1814. Là, ça commence mal pour Murat. 1823 est publié le mémorial de Sainte-Hélène. Et là, il ne faut absolument pas que Napoléon ait commis la moindre erreur. Donc, il doit être absolument génial en tout. Donc, la retraite de Russie, c'est pas lui. Et l'Espagne, c'est pas lui. Donc, il va falloir faire porter l'Espagne. Donc, on fait porter l'Espagne sur Murat. Et alors là, c'est absolument à hurler de rire. Parce que la Fondation Napoléon et Jean Tullard ont démontré scientifiquement qu'il y a un courrier reproduit dans le mémorial de Sainte-Hélène qui date du 29 mars 1808 de Napoléon, qui accable Murat en disant c'est de sa faute, le courrier est un faux. Il est complètement faux. Donc ça, maintenant, on le sait de façon certaine, le courrier est faux. Donc la postérité de Murat est abîmée à 2 reprises. Et finalement, pour en finir, le Parti socialiste arrive au pouvoir à la Commune de Madrid en 1983. Qu'est-ce que ça vient faire avec Murat ? Eh bien, le Parti socialiste arrive au pouvoir à la Commune de Madrid en 1983, et ils doivent faire plaisir aux fonctionnaires, c'est normal, c'est un parti socialiste. Donc ils se disent, ok, on va commencer par donner le 1er mai, fête du travail. Ça c'est pas mal, sympa, c'est de gauche. Donc il nous faut autre chose, parce que un jour, ça va pas être assez, on va en faire 2. Trouvez-moi n'importe quelle date autour du 1er mai qui permette de donner un autre jour férié. Et là, il y a un petit malin, je sais pas, le Mélenchon local, qui dit, ah, il y a une idée, et le 2 de mayo. Ah, qu'est-ce que c'est le 2 de mayo ? Bah, Murat. Ah mais oui, c'est génial. Et pam, et ben encore aujourd'hui, en Commune de Madrid, le 2 mai est un jour férié pour commémorer les atrocités du roi Murat. Donc encore aujourd'hui, simplement parce que le Parti socialiste a été au pouvoir en 1983. Et pendant très longtemps, les historiens espagnols ont expliqué que les massacres en Espagne, ça fait 25 000 morts, 35 000 morts, 600 millions de morts. Enfin, ils étaient absolument n'importe quoi. Et maintenant, depuis, ça y est, effectivement, les historiens espagnols moins
moins marqués par l'idéologie. On sont revenus, oui, en gros, c'est 1500 morts, enfin 1000 Espagnols, 500 Français. Et voilà comment est-ce qu'on abîme une mémoire et une postérité avec le 1er mai. Enfin, c'est quand même la fête du travail, c'est quand même, pour le coup, c'est tout de même pas évident. Et sachant qu'on parle de Murat, dont Joseph de Maistre, alors pour les plus amoureux d'histoire d'entre vous, vous saurez que Joseph de Maistre était un philosophe, penseur, anti-révolutionnaire, hardcore, détestant Napoléon, l'Empire, etc. Enfin, vraiment, il détestait ça, il était ultra-royaliste, et qui écrivait dans ses correspondances « Murat était le plus grand seigneur de l'Europe ». Il a un tel succès, totalement incroyable. Et Murat, qui a été classé comme plume perdue de la littérature française par Lamartine, Murat que le mémorial fait passer un peu pour un chargeur, un bon soldat, mais sans plus, qui a réorganisé toute la cavalerie, qui a organisé Berck, qui a organisé Naples, qui a anticipé l'éveil des nationalités, et qui est, dans ses correspondances, plume perdue de la littérature française par Lamartine. Lamartine a fait une étude sur les correspondances des grands hommes francophones, et il identifie 2 plumes perdues de la littérature française sur la base du style et de la structure littéraire. Il identifie Catherine de Drussy et Joachim Murat. Donc, c'est vraiment, on est très loin de ce que nous raconte. Alors, je vais conclure très rapidement en vous donnant la conclusion de Jean Tullard sur Murat. Donc, Jean Tullard, le professeur Jean Tullard, qui est le professeur à la Sorbonne, membre de l'Institut, qui n'est pas napoléonien du tout, puisqu'il était dans l'entourage il a fait partie des conseils du comte de Paris, il est orléaniste, il n'est absolument pas napoléonien, donc on peut pas le taxer de syndrome de Stockholm par rapport à Murat. Ainsi, c'est Murat qui, le premier, a dans la tête une Europe des nations qui eût été plus solide que le Grand Empire, et eût évité les révolutions de 1830 et 1848, c'est pas mal. De 2 oncles, Napoléon Ier et Murat, c'est du second que Napoléon III est le véritable héritier. Si Murat avait réussi en 1814 et 1815, la face de l'Europe aurait été changée. C'est la voie que prêchait Murat à Naples, en défendant la conception d'un grand empire fondé sur des liens fédératifs, et non sous l'autorité d'un homme, donc de Napoléon. Calomnié par Napoléon, fusillé sur l'ordre d'un tyran déconsidéré, Ferdinand, Murat meurt, osons le dire, en martyr de l'Europe. Ça tombe bien, on est à Bruxelles, au Sofitel Europa. Voilà. J'espère que j'ai fait 36 minutes 5. Ah, voilà. Donc normalement, le rumsteak n'est pas brûlé. Si vous avez la moindre question sur n'importe quel élément de l'Empire, je suis à votre disposition. Bon appétit.